C'est à toi, Jules. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes au lancement du livre À la recherche de miracles, Pèlerine, religion vécue et Roumanie post-communiste, un livre de Monica Grigoré-Dovleté, publié aux presses de l'Université d'Ottawa dans la collection 21e. Pour ce lancement, on a un programme tout simple aujourd'hui. Donc, dans un premier temps, on a la chance d'avoir la directrice et le directeur de la collection, Marie-Claude Tifo et Martin Meunier, qui vont pouvoir nous dire un petit mot sur leur collection, mais aussi ils vont pouvoir nous parler de tout le travail derrière la publication de ce livre-là. Dans un second temps, on a la chance également d'avoir deux intervenants, Barbara Thériault et Conrad Pengiviatre, qui ont déjà lu le livre et ils vont nous faire un commentaire sur l'ouvrage. Puis ce commentaire-là va être la base d'une discussion à trois avec Monica. Dans un troisième et dernier temps, on va pouvoir prendre les questions dans le public. Donc, vous pouvez simplement écrire dans le chat, puis je vais les transmettre à Monica. Puis ça va pouvoir faire une discussion. Donc, avant qu'on commence, je pourrais peut-être laisser la parole à la star de la soirée, Monica. Je pourrais vous la présenter rapidement. Elle a fait un doctorat à l'Université de Montréal. Cette thèse de doctorat-là, c'est ça qui a donné ce livre-là. Donc, ensuite, Monica a fait une recherche postdoctorale à l'Université d'Ottawa. Et elle est aujourd'hui chercheuse à l'Institut sur l'intégration professionnelle des immigrants du Collège de Maisonneuve. Donc, je ne sais pas si, Monica, tu voulais saluer. Oui, merci, Jules. Je ne parlerai pas beaucoup maintenant. Juste un grand merci à tous et à toutes d'avoir accepté de partager ce moment avec moi. J'espère qu'on va avoir une belle discussion aujourd'hui. Merci. Ben, super. Alors, juste avant que je passe la parole au directeur et directrice de la collection, je pensais peut-être dire un petit mot. J'ai eu la chance de commencer à le lire. C'est un livre vraiment passionnant, pas juste pour la théorie, mais aussi pour toutes les difficultés que tu as eues sur ton terrain, dans ta recherche. C'est vraiment un livre qui est captivant. Puis c'est un très bel objet. Il y a beaucoup de photographies à l'intérieur. Tu crées vraiment de la théorie à partir de petits objets pratiques anodines du quotidien. C'est vraiment passionnant. Donc, on pourrait peut-être commencer la première partie. Je laisserai la parole à Marie-Claude Tifo et Martin Meunier. La première est historienne à l'École des sciences infirmières de l'Université d'Ottawa. Elle s'intéresse principalement à l'histoire des soins psychiatriques. Et Martin Meunier est, quant à lui, professeur à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa. Il s'intéresse, quant à lui, au Québec, la religion, la francophonie et les mutations culturelles. Donc, la parole est à vous. Alors, Martin, est-ce que je te laisse commencer? Non, tu peux commencer. OK, parfait. Alors, bonjour tout le monde. Merci d'être en si grand nombre pour ce bel événement pour souligner l'ouvrage de Monica. Alors, en tant que directrice et directeur de la collection des presses Université d'Ottawa, la 21e siècle, société, histoire et culture, nous sommes très heureux d'accueillir l'ouvrage de Monica qui vient souligner la quatrième publication de cette collection et un deuxième ouvrage cette année en 2020. Alors, l'ouvrage Éthique de l'hospitalité, du don et du care qui est sorti cet automne et ce deuxième ouvrage-là que nous allons découvrir avec Monica. Je te laisse la parole, Martin. Merci. La collection 21e Société, Histoire et Culture est une collection qui accueille les études empiriques, théoriques de sciences sociales et humaines. Donc, c'est assez large, avec des problématiques qui sont contemporaines,
Et là, ben, c'est tout à fait le cas du livre de Monica Gregoré, c'est-à-dire pour moi, j'ai été frappé dès la première fois que j'ai lu ce manuscrit par d'abord le caractère novateur de la sociologie qu'elle proposait autour des conceptions de lived religion ou de religion vécue. C'est, à mon avis, l'un des rares livres qui travaille à partir de ces conceptions-là, qui sont surtout du propre au monde anglo-saxon, mais qui sont reprises dans son livre très finement. Donc, une première en français sur la religion vécue. Vous allez avoir là, d'ailleurs, pas mal la synthèse de cette perspective théorique, mais plus encore, je dois souligner que j'ai été charmé par l'habilité de l'auteur à trouver des formes, bon, le présentateur le disait tout à l'heure, à partir de petits faits, pouvant développer au fond et théoriser davantage. Et c'est un livre qui donne à réfléchir beaucoup dans le déplacement des enjeux propres à une sociologie des religions, des institutions de la religion. Alors là, on est vraiment dans un déplacement, une tentative de mieux comprendre le caractère contemporain du religieux dans un monde spécifique, celui des pèlerines, bien sûr, qu'elle étudie très finement. Donc, longue vie à l'ouvrage et on est très content d'être ici pour le lancement. Bonne soirée. Super, merci beaucoup. Donc, ensuite, dans le chair de ce lancement, on a donc deux intervenants. La première, c'est Barbara Thériault. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la Sainte Barbara, donc c'est un peu son anniversaire. Donc, Barbara est professeure au département de sociologie de l'Université de Montréal. Puis, c'est pas un hasard si elle est ici, puisque c'est elle qui a dirigé la thèse de Monica. Donc, Barbara amène principalement ses recherches sur l'Allemagne et aussi sur d'autres pays de l'Europe de l'Est. Mais surtout, elle a commencé sa carrière dans le champ de la sociologie des religions et son angle était celui de la religion vécue, comme par hasard. Notre deuxième intervenant, c'est Konrad Pędźwiatr, qui est lui aussi professeur au département des affaires internationales de l'Université d'économie de Cracovie en Pologne. Donc, il a écrit plusieurs ouvrages sur l'ethnicité, la religion, la migration. Donc, Barbara, peut-être que tu pourrais commencer. Donc, un petit commentaire, puis après, discussion à trois. Merci Jules, bonjour tout le monde, bonjour Monica, félicitations. Bonjour. C'est vraiment Merci. une fête aujourd'hui, enfin de célébrer la parution de l'ouvrage. À la recherche des miracles, on l'a lu dans le cadre, plusieurs de mes étudiants l'ont lu dans le cadre du cours Sociologie générale. Donc, salut tout le monde, je sais que plusieurs sont là. Ça fait plaisir de vous avoir aussi comme spectateur. C'était dans le cadre du cours, un livre parfait. Parfait pour trois raisons. Parfait pour le cours, mais parfait pour les lecteurs, les lectrices et lecteurs en général. Parfait parce que c'est une vraie enquête de A à Z avec une énigme. Une énigme, c'est cette étrange présence de la religion dans la Roumanie post-communiste et qui est traitée, Martin l'a dit tout à l'heure, à partir du vécu, du quotidien, de la religion vécue, de femmes, de pèlerines. Et c'est donc à partir du quotidien que Monica va résoudre cette grande énigme qui va aussi parcourir la sociologie contemporaine, ce retour de la religion. Donc, c'est le petit qui va permettre de toucher à des grandes transformations sociales. Ça, c'était un point magnifique. Deuxième raison pourquoi c'était le livre parfait pour à lire pour nous, c'est que quand on lit l'ouvrage, nous, lectrices, lecteurs, on suit Monica pas à pas, on t'accompagne et on te suit quand tu casses la gueule, quand tu as des petites victoires. On te suit dans les pèlerinages, on te suit dans des endroits bizarres, dans des églises obscures, dans une école. Bonjour Catalina. Et tu te révèles, c'est ça que Jules disait, c'est ça aussi que les étudiants ont aimé, le fait que tu te révèles, tu parles de tes expériences aussi, parfois aussi de ton dégoût. Donc, il y a un rapport aux valeurs vraiment maîtrisé, contrôlé, mais en même temps, il y a des moments où on sent qu'il y a la Monica, pas juste la chercheuse, revient à l'avant-scène. Et ça fait partie de
l'explicitation de la méthode. Donc, c'est pour ça aussi que Martin disait que tu montres la religion vécue, mais tu montres aussi, tu as un bel exemple de comment on fait une vraie recherche, comment est la recherche sans maquillage. Et qu'est-ce qui est aussi fabuleux, c'est que tu arrives en tant que sociologue à travailler de la religion en distinguant l'épineuse question entre ce qui relève du vocabulaire de la théologie et qu'est-ce qui relève du vocabulaire de la sociologie. C'est pas facile, mais tu le réussis. Puis tu vas nuancer l'approche de la religion vécue en traitant précisément de la question de l'orthodoxie. Ça aussi, pour moi, c'est un trait que je voulais souligner. Pourquoi c'est un livre parfait? Troisième raison, parce que tu as eu le souci de raconter une histoire. Et ça, moi, j'y crois. Il faut raconter des histoires en sociologie. Et tu nous tiens en haleine. Et à la fin, il y a même un point de chute qui est vraiment dramatique. Cette histoire qui finit un peu mal, en fait, on pourrait dire d'un point de vue normatif pour la Roumanie d'aujourd'hui. Et aussi, j'aime tes talents d'observatrice. Tu es une personne un peu timide, je pense qu'on peut le dire, mais une excellente observatrice avec aussi un peu d'humour noir que tu fais passer aussi dans le volume. Alors ça, c'est super. Donc, pour ces 3 raisons qui étaient très bien pour nous, pour lire le livre, pour tout le monde, puis aussi pour les étudiants de l'Université Montréal, c'était bien d'avoir une des leurs et de voir, oh, on fait des belles choses chez nous, on peut faire des vraies découvertes. Ça, c'était les fleurs. Maintenant, j'aimerais poser 2 questions pour un peu entrer en discussion. D'abord, pourquoi tu ne parles pas de pèlerine au féminin? Ça m'a vraiment un peu agacée parce que peut-être parfois il y avait 1 ou 2 hommes, bon, OK, mais sinon tu parles des femmes et je ne voulais pas de grandes théories féministes, je voulais juste entendre parler elles. Elles font des pèlerinages. Et là, je me suis demandé pourquoi tu ne faisais pas ce pas vers l'utilisation du troisième personne du féminin au singulier, au pluriel. Et l'autre question que j'aimerais, je pense ceux qui ont lu le livre, qu'est-ce qui serait intéressant de savoir, c'est tu as fait une grande découverte à la fin du livre, tu nous exposes un peu, là, c'est ce que je parlais tout à l'heure quand je parlais du point de chute, c'est qu'en examinant la dévotion des pèlerines, tu te rends compte qu'il y a un effet non intentionnel à cette dévotion qui va favoriser la légitimité de certaines idées, de certaines figures de l'extrême droite de l'entre-deux-guerres. C'est super intéressant, mais je me demandais, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Est-ce que tu pourrais faire un petit retour sur le terrain? Parce que c'est fait quand même quelques années. Qu'est-ce qu'on peut dire de cette... est-ce que la direction, est-ce que les événements ont pris un sens différent peut-être? Okay. Ben, merci Barbara vraiment pour tous les mots. Je dois le dire au début que ce livre-là et cette thèse-là n'existera pas si je n'avais pas travaillé avec toi. Donc, il y a beaucoup d'influence dans mon écriture et c'est un livre, une thèse écrite dans un dialogue vraiment réel et imaginaire avec toi. Donc, on est un peu les deux dans cette recherche. Pourquoi les femmes? Pour répondre à ta question, c'est parce que il y avait très peu d'hommes sur le terrain et s'il y en avait, ils refusaient d'en parler. Donc, pas qu'ils ne pratiquaient pas ou qu'ils ne croyaient pas dans la même chose, mais c'était un peu l'homme, c'est comme la personne qui pratiquait mais ne voulait pas reconnaître qu'il fait la même chose que les femmes. Donc, toutes mes histoires et les découvertes de ce livre-là sont faites à travers ces femmes-là. C'est pour ça que Et pourquoi alors tu parles, excuse-moi Monica, pourquoi alors tu oui. parles des pèlerins et pas des pèlerines? En fait, c'était ça ma question. Parce que je vois très bien comment les femmes jouent un rôle important, mais tu parles souvent des pèlerins hein, dans le livre. Parce que je ne voulais pas qu'on reste avec une image que c'est un livre sur les femmes. D'ailleurs, c'est une question que j'ai reçue durant cette période de travail du manuscrit. Je n'avais pas l'intention de faire une théorie sur le féminisme ou quelle place la religion occupe dans la vie des femmes. Les femmes étaient juste
les actrices qui portaient cette religion-là, comme le pèlerinage n'est pas le sujet en soi de ce livre-là, mais c'est une porte d'entrée pour observer la religion vécue. Donc, même si la découverte est faite à travers les femmes, quand je parle de pèlerins, je veux rappeler au lecteur qu'il y a aussi des hommes dans cette démarche-là. Donc, ce n'est pas juste les femmes, parce que d'habitude, on dit, bon, ce sont les femmes qui pratiquent pas, ou qui pratiquent plus ou qui ne respectent pas la vraie religion. Mais tu sais, c'est tout le monde, c'est un clin d'œil pour nous tous, pour ceux qu'on est et qu'on ne veut pas reconnaître ou on ne sait pas connaître des fois. Et pour faire un retour sur la Roumanie que j'ai visité en 2012 et la Roumanie d'aujourd'hui, les choses ne sont pas changées beaucoup. Les valeurs de droite et d'extrême droite sont toujours là, malheureusement, et ça passe toujours comme quelque chose de pas extraordinaire, ça fait partie de la normalité. Ça fait toujours partie du discours anticommuniste, ce qui donne une valeur à l'extrême droite et qui fait quelque chose de fréquentable aujourd'hui. Si j'élargis un petit peu mon regard par rapport aux autres pays de l'Europe de l'Est ou centrale, il n'y a pas encore un parti d'extrême droite fort. Mais cela, ça ne veut pas dire que les valeurs ne circulent pas dans la société et que c'est moins dangereux que s'il en existait un parti. Alors, on est ici avec la Roumanie. Moi, de loin, au moins, je ne vois pas un grand changement dans le quotidien. Si je regarde mes connaissances de la Roumanie, ils sont toujours attirés par la religion. La pratique est toujours là. Les églises semblent toujours assez bien remplies. L'anticommunisme, c'est toujours assez présent et fait toujours le passage entre ce que devrait être un régime démocratique et l'extrême droite qui en existait durant la période d'entre les guerres. Bon, merci beaucoup pour le commentaire et la question. Conrad, tu pourrais enchaîner si tu veux. Merci pour m'inviter. Bonjour à tout le monde de Cracovie, en Pologne, où il est maintenant 22 heures. Et je suis, comme vous pouvez voir, toujours dans mon bureau. C'est jamais passé. Donc, je peux, parce que c'est tellement tard, je vais mélanger un peu de langue. Je vais parler en français et en anglais aussi. Donc, we're all very bilingual. Oui, je sais ça, donc. En tant que personne, en tant que quelqu'un qui n'a jamais visité Roumanie ou recherché la société roumaine, je suis un candidat parfait pour faire ce commentaire sur le livre de Monica. Mais maintenant, après avoir lu à la recherche des miracles, je peux dire que j'ai vraiment, grâce à Monica, j'ai visité Roumanie parce que la lecture m'a donné vraiment un grand tour d'horizon de la société roumaine. And one of the greatest things which I so much enjoyed in the book is the thickness of the description that very much characterizes your work.
to be honest, I don't know when I've read a book that would be so much thick with the description. And what is very important is that it's not only the thickness of the description that gives us what Barbara said, this sort of experience of traveling with you and really being on a journey, but also that you are during this journey and pointing out to minimal elements that we would have never paid attention to. You are also embracing very important questions of the sociology of religion and church and state relations, the question of, for example, modernization and secularization, which is at the core of what you are trying to discuss, is one of the I believe great values of your work and your book. Obviously, the processes which you are analyzing are to some extent similar to other Central European societies, such as the Polish society, which has also experienced a big revival of religion, but to a much lower extent, because religion was very much part and brought down the communism in Poland, and to some extent allied with solidarity movement in larger Europe. But what your book does greatly is to, by touching these elements of lived religion, attaching them to very important issues and questions, such as church and state relations, the issues of secularization, and others. But I very much enjoyed this chapters, especially on the lived religion and this elements on the destiny and various perception of the destiny. I very much enjoyed the analysis on different types of preachers. I enjoyed so much this chapter on the holy water. It very much reminded me also of analysis from my, for example, discipline, mostly working on Islam in Europe and elsewhere, about the holy water Zamzam and holy waters in the Catholic tradition. What your book also does greatly, I believe, is this allowing us not only to learn so much about the Romanian society and Romania, but also making us sensitive to this very little issues of lived religion. And this I enjoyed so much. And while reading your book, by coincidence today, I met one of the cleaning ladies at the university campus who has been ill, and she was absent for almost 2 months. And I was so happy to see her. And when I welcomed her, she told me how bad she was and how difficult it was to go through the COVID. And one of the things which very much brought me to your work was when she said that when she learned about the positive test, the first thing she did, she made a transfer to one of the pilgrimage centers in Poland to pray for her. And for me, it was like, wow, normally I wouldn't have paid attention to this if I didn't read your book today. And I wouldn't think about, and then it gave me all sorts of thinking about lived religion and the things that I don't pay attention to. So thank you very much for that. Not only allowing me to learn so much about the Romanian society and these relations, but also about the lived religion which is around me. So maintenant, trois questions, parce que j'ai pas vraiment du temps. Donc, la première, dans quelle mesure les caractères de ton livre auraient-ils été différents s'il avait traité de la religion des hommes? Les femmes, c'est très intéressant, mais c'est la question que j'ai vraiment eue dans ma tête
quand en train de lire ton livre. Deuxième question. La sacralisation d'une nation et la nationalisation d'une religion en Roumanie sont à la base, je pense, de ton analyse. Donc, quelle période après la chute du communisme ces processus étaient les plus dynamiques? Et aussi, est-ce que tu vois cette relation très étroite entre l'État et la religion qu'en danger, dans quel sens elles peuvent être dangereuses? Je parle maintenant avec la perspective polonaise. As you know, the very close relations between the church and state in Poland has brought what women describe as a nightmare to their lives. They've changed one of the most strictest laws on abortion. They've made it even more stricter. And that's why the women are on the streets of Poland. I wonder whether you can see any elements of that in Romania. Merci. Merci, Conrad. Vraiment, merci pour cette belle présentation. Si mon livre était différent, si je travaillais plutôt sur les hommes, en essence, je ne crois pas. Je ne crois pas que les hommes sont moins à la recherche des miracles que les femmes. Peut-être c'est juste qu'elles l'expriment pas ouvertement, mais au fond, ça tient de l'humain d'avoir besoin de miracles, de chercher des miracles quand ça va pas bien. Par contre, je crois que la discussion pourrait être plus difficile avec les hommes parce qu'il y a comme une réticence de discuter avec les femmes, de discuter de la religion, de reconnaître cette pratique religieuse. Mais par contre, pourquoi je dis encore une fois que le sujet ne sera pas nécessairement différent, c'est parce que la Roumanie, c'est un des... l'évolution de la Roumanie est un peu différente des autres pays de l'Europe de l'Est, non seulement parce que le phénomène religieux est devenu de plus en plus fort, mais aussi parce que les hommes deviennent aussi de plus en plus croyantes. Dans les dernières années, la croyance des femmes, disons, est assez constante parce que aussi on est à 97%, mais pour les hommes, il y a toujours une ascension assez importante dans la pratique religieuse. Donc peut-être que les pratiques religieuses viennent de devenir vraiment quelque chose de commun. Il y a plus d'exceptionnel d'aller dans des pèlerinages ou d'aller à l'église ou de faire des prières ou de rechercher les reliques. Alors, je ne crois pas qu'en essence, sera un livre différent. La sacralisation de la nation, oui, c'est vrai, c'était au centre, ce n'était pas voulu. Quand j'ai commencé la recherche, en fait, l'intérêt portait surtout sur le sujet de du sort, le destin, mais au fur et à mesure, ça a tourné vers le nationalisme. Ce qui était la Roumanie avant le régime communiste, ce qui est aujourd'hui. Je l'avoue dans le livre et je l'avoue aujourd'hui aussi, j'étais réticente en fait d'entrer dans ces discussions-là
parce que je travaillais plusieurs années en Roumanie sur l'archive de la police politique, l'ancienne police politique roumaine. Et il y avait toujours la grande discussion, et tu le comprends, entre les victimes et ceux qui ont persécuté les gens. Il y avait le communisme et les autres qui sont toujours bons. Donc, je ne voulais pas vraiment recommencer cette discussion-là entre le bien et le mal. C'est qui la victime, c'est qui celui qui en fait souffrir les autres. Mais le terrain m'a empêché de le faire. Et en fait, ce dernier lien entre le nationalisme et la religion et le communisme et l'anticommunisme, ça m'a permis de lier tous les petites pièces d'un puzzle que j'avais observé durant le pèlerinage, mais que je n'arrivais pas en fait de mettre ensemble. Il y avait quelque chose qui m'échappait toujours. Et finalement, c'est ce cercle-là entre l'État, entre les deux régimes, qui m'ont permis de comprendre comment toutes les croyances et les pratiques peuvent se réunir et donner comme résultat quelque chose pas très heureux. L'Église en Roumanie, l'Église orthodoxe, elle n'est pas dans la même situation que l'Église catholique en Pologne, parce que d'abord, elle n'a pas eu un rôle très important dans la chute du régime communiste. Dans la tradition de l'orthodoxie, l'Église a bien collaboré avec le régime communiste. Donc là, quand le communisme est disparu, l'Église était un peu dans l'embarras. Comment rebâtir sa place dans la société sans reconnaître trop le fait qu'elle a bien travaillé avec le régime communiste. Et pour une courte période, elle s'est mise un peu en retrait. Disons qu'elle a reconstruit son renom de l'ombre sans prendre beaucoup de place ouvertement. Mais une fois que au début des années 2000, le régime communiste a été condamné public par le président de la Roumanie de ce temps-là, Traian Băsescu. Ben là, ça comme a ouvert le chemin pour occuper plus de place pour l'institution de l'Église, parce que l'Église était comme une des valeurs et des institutions de la démocratie. Donc, elle devient de plus en plus impliquée dans le politique et dans la vie des gens. Et même aujourd'hui, l'Église n'est pas vraiment mal perçue par les individus, par les Roumains, même s'il y a des fois une critique à l'égard de l'institution, mais les gens qui représentent l'institution, c'est une autre histoire. Parce qu'ils sont des gens porteurs de charisme, sont des gens qu'on ne se permet pas nécessairement de critiquer. Et même si on les critique, sont les hommes en tant qu'individus qui sont condamnables, mais pas la fonction, pas le prêtre en tant que tel. Donc l'Église aujourd'hui en Roumanie, elle favorise le retour aux valeurs conservateurs, mais tu vois, ça ne sera pas possible si les gens ne participaient pas à ça.
les femmes elles-mêmes, par exemple, elles acceptent de renoncer à une émancipation qu'elles ont, eux, à travers le régime communiste, comme de sortir de la maison aujourd'hui, ce qui pour les femmes est valorisé, ça sera de rester à la maison, d'être mère, de prendre soin de foyer, des enfants. Donc il y a comme une communication, quelque chose d'organique entre les gens et l'institution. C'est pour ça peut-être que la religion est de plus en plus forte. Donc, une critique, une vraie critique à l'égard de l'institution, ça n'existe pas. Et même les gens qui font de la critique, ils le font toujours en disant, mais moi aussi, je suis un croyant, je prie, je vais à l'église, mais voilà, je ne suis pas d'accord avec tel aspect. Mais la critique, ça part toujours de cet argument-là, je suis un croyant. Donc, ça fait partie de l'identité de la Roumanie d'aujourd'hui. Et la troisième question, je ne me rappelle pas exactement qu'est-ce que tu m'as demandé. Tu vois des dangers de cette relation étroite entre l'Église et l'État? Et quels sont les possibles dangers dans les contextes romains? Oui. Le danger, c'est comme je l'ai dit à la fin du livre, c'est ce retour vers les valeurs de l'extrême droite, parce que l'Église soit une institution conservatrice, et aussi parce que l'extrême droite roumaine de la période de l'entre-deux-guerres était très, très, très religieuse. D'ailleurs, c'était un des revendications des gens un retour spirituel à la spiritualité roumaine. Donc, l'Église aujourd'hui reprend ce discours-là. Le fait qu'il y a une bonne communication entre le politique, les citoyens et l'Église, ça fait en sorte que toutes ces valeurs-là entrent dans la normalité, dans le quotidien, et qu'on ne voit pas le danger vraiment si on ne se questionne pas. Et le politique n'est pas nécessairement peut-être d'accord avec ce que l'Église promeut, mais ils ont besoin de l'Église pour gagner le vote. Et ça nourrit, c'est comme un va-et-vient, c'est une circulation des idées, et un transfert de pouvoir parce qu'on a besoin l'un des autres. Et au milieu sont les individus qui poussent les gens politiques, les hommes politiques de chercher l'approbation de l'Église, et aussi qui donne le pouvoir à l'Église. D'ailleurs, je crois que même aujourd'hui, l'Église, c'est l'institution qui joue de la plus grande confiance des Roumains. C'est plus que le Parlement ou toute autre institution de l'État. Bon, merci Monica pour les réponses, puis merci Conrad pour les questions. Donc, on pourrait passer aux questions du public. Donc, vous pouvez soit les écrire dans le chat, puis on les donne à Monica, ou ce qui serait encore plus formidable, ça serait que vous mettiez votre micro et votre caméra, qu'on vous voit un peu, vous posiez vos questions, ou vous fassiez vos commentaires de vive voix. Donc, je ne sais pas s'il y en a parmi notre public qui voulait interpeller Monica à propos de son livre. Ah, il y a une main levée incroyable. Il s'agit de Louri. On peut... Est-ce que je dois faire une opération?
je ne sais pas, Mélanie, est-ce que tu peux nous aider? Oui, Andrew devrait être capable de le faire. Il faudrait juste qu'il garde sa main levée, puis c'est lui qui va être capable d'enlever, donner l'option pour son micro. Puis il semblerait que c'est déjà fait, fait qu'elle devrait être capable de parler. Super. OK. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Oui, OK. Je ne sais pas si vous me voyez. Je ne sais pas comment faire ça. Pour la caméra, c'est tout un autre service. Fait qu'on va vous entendre, mais pas nécessairement vous voir. Il faut vous transférer de l'autre côté. Fait que ça va juste être le son, malheureusement. Oui. Amama Luri is now a panelist. Oh, OK, perfect. Thanks, Andrew. Ah, voilà. OK. Je suis là. Et tout d'abord, bon, je m'appelle Yuri Stamati. Je suis un ancien ami de Monica. J'espère qu'elle n'a pas oublié. Donc, on s'est parlé il y a quelques années. Donc, je n'ai pas lu le livre, mais il me semble que c'est un sujet vraiment super intéressant. Moi, je suis spécialisé surtout dans la relation entre le nationalisme et l'historiographie, donc l'écriture d'histoire. Et surtout, je me spécialise dans l'historiographie roman et soviétique. Donc, ma question est par rapport à ce que tu disais, Monique, tantôt, sur le fait que la Roumanie est un cas un peu particulier par rapport peut-être aux régions aux autres pays de la région. Bon, je n'ai pas lu le livre, j'aimerais à un moment donné le faire. J'espère que je vais avoir cette occasion. Donc, je ne sais pas si tu as fait, tu as essayé de, je ne sais pas, jeter un coup d'œil sur ce qui se passe dans les pays avoisinants, par exemple en Bulgarie, parce que c'est un pays orthodoxe aussi, en Moldavie, en Ukraine, en Russie, par exemple, parce que bon, il y a des choses que tu as soulignées par rapport à l'Église roumaine des années 80, si j'ai bien compris, des années 90, début de 2000. Puis, ça me semble vraiment très, très connu, en fait, parce que je vois à peu près le même phénomène en Russie, par exemple. Puis on sait, par exemple, que bon, en Russie, cette mariage entre l'Église et la politique, le nationalisme c'est un mariage d'une longue durée, d'une tradition qui remonte dans la première moitié du 19e siècle. Donc, j'aimerais savoir si effectivement tu as fait, bon, tu as jeté des petites flèches bon, dans la région pour voir s'il y a le même phénomène qui se développe là-bas. Voilà. Merci, Monique. Merci, Yuri. Je ne t'ai pas oublié, hein. Je n'ai pas une courte mémoire. Dans le livre, je ne fais pas une telle comparaison. C'est juste à la fin que, brièvement, je fais une mention. Mais cela dit, je regardais ce qui se passe en Bulgarie et en Russie. Et il y a des points communs et il y a des points assez loin dans la trajectoire du phénomène religieux. Pour la Bulgarie, ben, il n'y en a pas le même retour aux religieux qu'en Roumanie. Il y a toujours une critique assez importante à l'égard de l'Église orthodoxe, mais parce que aussi l'Église orthodoxe en Bulgarie, elle a souffert quand même un tremblement de terre, disons, plus important qu'en Roumanie.
une querelle à l'intérieur de l'institution qui a fait en sorte que son pouvoir n'était pas le même. Pour la Russie, il y a beaucoup de points communs avec l'Église orthodoxe roumaine, mais la différence est plutôt dans les nuances, si tu veux, parce que en Russie, l'Église orthodoxe est plus active. Par exemple, quand on parle de saints anticommunistes, des victimes du régime communiste, c'est l'Église orthodoxe en Russie qui a fait les démarches que ces personnes-là soient canonisées. Tandis qu'en Roumanie, l'Église s'oppose à cette reconnaissance-là. Ils ne sont pas canonisés, mais c'est comme un courant qui vient de la part des gens, des croyants, qui poussent un petit peu l'Église à justifier, si tu veux, pourquoi elle ne canonise pas les victimes du régime communiste. Donc, pour moi, ici, c'est comme... Le résultat est un peu différent parce que la pression qui vient en Roumanie, ça vient des croyants et pas nécessairement de l'intérieur de l'Église. Il me semble que l'Église roumaine est plutôt dans un état, et elle était comme ça depuis la chute du communisme, un état de profiter de différents enjeux, de différents courant dans la société pour renforcer son pouvoir, mais elle n'a pas non plus la volonté d'entrer vraiment sur un territoire sensible comme il est celui de la canonisation des victimes du régime communiste. Et, donc, ouais. En Moldavie, j'avoue, je ne sais pas exactement c'est quoi la situation, tu dois connaître mieux que moi. Mais pour la Bulgarie et la Russie, c'est un peu comme ça. Bon, merci pour la réponse, puis merci Yuri pour la question. D'ailleurs, toi ainsi que tous les autres personnes ici présentes, vous aurez droit à un code promo pour vous procurer le livre, comme ça vous pourrez lire ce livre-là. Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans le public? Je vois que Soraya était là. Je sais que tu voulais poser une question. Ça serait peut-être... Ah, voilà, la main élevée. Super. Et par la magie du Zoom, elle apparaît. Maintenant. Oui, bonjour. Enfin, bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Hein. Alors, je n'ai pas de caméra, je suis désolée. Alors, tout d'abord, je vais remercier Monica pour son livre. J'ai vraiment apprécié. Je rejoins tout ce qui a été dit auparavant, c'est-à-dire que c'est vraiment une invitation au voyage sociologique. Ça se lit très facilement. Et comme l'a dit Barbara, on rentre dans ton histoire et on t'accompagne, en fait. Donc, c'est très agréable parce que mettre à l'étude la religion vécue, concept que je ne connaissais pas, c'est pas évident. Et ça a été fait vraiment avec beaucoup de légèreté et de sérieux. Donc, merci pour ce travail parce que donc, je suis Soraya, je suis doctorante en première année sociologie à l'UDM et j'ai suivi le cours avec Barbara cette année. Et du coup, ce livre, il m'a piqué au vif. Et du coup, ça a mis en perspective beaucoup de choses et ça rejoint ce qu'a dit tout à l'heure Coran, quand il parlait effectivement de l'eau de Zemzem. Ça a mis en perspective toute la symbolique qu'il peut y avoir autour des objets religieux comme l'eau bénite, comme les reliques, etc. Et choses sur lesquelles je ne m'étais pas attardée, en fait. Et du coup,
votre livre m'a fait permettre de voir toute la dimension symbolique qu'il peut y avoir autour des objets religieux. Alors moi, j'aurais une question, en sachant que justement, je travaille sur le dévoilement des enseignantes musulmanes au Québec par rapport à la loi 21. Et du coup, je fais une étude comparative entre la province du Québec et Ottawa afin de voir comment les États, qui sont compris comme deux États, quel rapport ont avec la religion en quelque sorte. Et du coup, ma question, ça serait, est-ce que justement, vous avez fait dans un premier temps une étude qui met en perspective la religion vécue et qui démontre le lien existant entre l'Église et l'État, est-ce qu'il serait pertinent d'approfondir davantage dans un second temps, pourquoi pas, de faire une étude de politisation, c'est-à-dire de voir les relations, les influences que peuvent avoir la religion sur la politique et la politique sur la religion. Merci. Merci, Soraya. Ben, oui, c'est sûr qu'une telle recherche peut être faite, mais quand j'ai choisi, ben, quand je commençais cette recherche-là, et ça c'est valable jusqu'à la fin, ça ne m'intéressait pas nécessairement le politique ou les relations entre l'État, mais comme Barbara l'a dit, ça m'intéressait vraiment l'histoire des gens et un peu leur donner une voix et les comprendre un petit peu, et surtout parce que les études qui viennent de la Roumanie, mais ils s'intéressent très très peu sur ce que les gens pensent et même si il cite ce que les gens pensent, c'est toujours d'une perspective critique. Alors, c'était une des ambitions que j'ai eues, d'essayer de ne pas critiquer, juger ces femmes-là et tous les gens que j'ai rencontrés durant le terrain. Et c'est pour ça d'ailleurs que moi aussi je suis dans le livre parmi les acteurs. J'ai aussi mes limites et je me découvre moi-même à travers le regard que je mets sur les autres. L'influence entre la relation entre l'État et la religion, ben, je pense que je le touche un petit peu, peut-être pas directement, mais quand je parle d'un mouvement circulaire de la religion vécue, ça s'applique aussi au discours qui est pratiqué par l'Église ou par les individus. Et ici, on peut inclure aussi l'institution et aussi l'État. Parce que ce que je crois, c'est que on a la tendance d'observer les autres et conscient ou conscient pas, on a aussi la tendance de répéter et de refaire ce que les autres pratiquent et qu'on voit qu'ils aiment à faire. Donc, on entre comme dans une relation de va-et-vient entre ce qu'on observe aux autres qu'ils aiment à faire et on leur propose ce qu'ils aiment à faire et à leur tour, ils font la même chose avec nous. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas d'entité isolée dans une société, il y a toujours une relation entre eux et des influences. Merci Soraya pour la question. On avait dit que le lancement durait à peu près 1 heure, donc on aurait le temps au moins pour une autre question. Donc, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui veulent se lancer.
à propos de l'ouvrage, de la recherche derrière. Oh, il y a une main levée. C'est Zaïd. Alors, la magie de Zoom est en train d'opérer et le voici. Ton micro. Ton micro. Okay. Salut, est-ce que vous m'entendez là? Oui. OK, excellent. Merci beaucoup pour avoir pris le temps. Merci Jules aussi. Et donc moi, j'ai trouvé pas mal intéressant la fin et la tension que la fin, ça l'a créée. Je pense qu'il y a beaucoup de peut-être leçons ou d'inférences qu'on pourrait faire par rapport à ce tournant. Et je parle de l'extrême droite un peu et c'est du genre de politique. Et donc, il y avait les saints des prisons, il y avait il y avait c'était la place à Aïd, j'oublie c'était pas l'église, mais le monastère d'Aïd, voilà. Et, désolé si je ne prononce pas bien. Et donc, moi je me posais la question, en fait, ce que je trouvais intéressant, c'était, donc le livre se servait de manière élégante du concept d'inversion normative, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris d'après le livre, et comme une hypothèse pour nous permettre de comprendre la montée de l'extrême droite juxtaposée au communisme. Okay? Donc, c'était comme une relation binaire. C'est la façon que je l'ai compris. Et j'ai trouvé ça très éclairant. Et donc, peut-être pour votre opinion, pensez-vous aussi que certains partisans de l'extrême droite mobilisent cyniquement la religion vécue afin d'avancer leur vision politique et que ce n'était pas forcément une évolution organique? Zaïd, est-ce que tu peux répéter la première partie? Ça a coupé et je n'ai pas entendu. OK, d'accord. La première partie de la question. Oui, aucun souci. Donc, d'ailleurs, je l'avais écrit. Donc, le livre se servait de manière élégante du concept d'inversion normative, okay, comme hypothèse pour nous permettre de comprendre la montée de l'extrême droite juxtaposée au communisme, okay, de manière binaire. Donc, j'ai trouvé ça très, très éclairant. Donc, une genre d'hypothèse, une théorie associée à ça. Et donc, la deuxième partie, c'était pour répéter, pensez-vous aussi que certains partisans de l'extrême droite mobilisent cyniquement la religion vécue afin d'avancer leur vision politique et que ce n'était pas une évolution organique, en fait. Voilà. Okay. Merci. Oui, la réponse est tout simple que oui. Ils s'en servent de la religion pour renforcer leur pouvoir. Et d'ailleurs, la dévotion de saint de prison d'Aïd, c'est un exemple dans ce sens-là, parce que ce n'était pas une dévotion connue ou quelque chose qui est parti des croyants, mais c'est une dévotion qui est créée par des partisans de l'extrême droite qui sont à l'intérieur de l'Église ou à l'extérieur qui utilisent cette recherche de miracles. Et donc, ils se servent de ce besoin de miracles pour faire passer leur discours. Donc, tout ce qu'il y a à Aïd, c'est vraiment très, très, très relié à l'extrême droite. Et d'ailleurs, le personnage principal de cette dévotion-là, le confesseur pour vous, lui était un partisan de l'extrême droite. Il a reconnu cela. Donc, il ne se cache pas. Et le monastère où il était en vie, où il a vécu sa vie après la chute du communisme, c'est quelque chose de très, très présent. Il y a des icônes des anciens leaders, dirigeants de partis de l'extrême droite. Il y a des prières, des chants qui se font. Ils ne se cachent pas. L'Église sait. Pourtant, elle choisit de tenir le silence pour ça. Donc oui, je crois qu'il utilise vraiment beaucoup cette
cette popularité de la religion justement pour blanchir leur image parce que d'un coup, ils sont des gens pas qui ont tué d'autres gens ou qui ont fait souffrir d'autres gens, mais sont des gens qui ont lutté contre le communisme. Ils sont des gens qui sont religieux, donc quelqu'un de bien et qui veulent le bien de la Roumanie et la renaissance spirituelle des Roumains. Donc oui, derrière ça, c'est toujours un jeu de pouvoir. Merci Zaïd pour ta question. Et on avait finalement une question de Ryan. Bonjour, merci pour la présentation. Moi, j'ai une question. Je n'ai pas lu votre livre, mais ça me semble très intéressant. C'est quoi le dynamique intergénérationnelle? Comment se passe la transmission de la religion aux jeunes maintenant, pendant vos études? Merci. Merci. Dans mon étude, je n'ai pas porté nécessairement attention à cette question-là, mais elle est quand même présente. Elle est présente parce que les gens aujourd'hui sont beaucoup plus religieux que leurs parents. Et cela parce qu'on a aujourd'hui les générations qui ont connu les heures de religion obligatoires dans le système. Et dans le pèlerinage où j'étais, je peux dire que les plus stricts dans la pratique étaient les femmes dans leur vingtaine. Donc, il y a comme, c'est pas en régression, mais au contraire, les nouvelles générations sont beaucoup plus religieuses que leurs parents. Alors, c'est pas seulement une réaction contre comme la génération qui ont vécu la chute du communisme. C'est plus que ça. Ben, pas nécessairement parce que c'est un discours qu'ils ont intériorisé. C'est quelque chose qu'ils ont appris dans la famille, à travers les médias, la télévision qui est très important en Roumanie. Il y a toujours cette association qui est faite entre la démocratie et la religion et le communisme et l'athéisme. C'est toujours une pensée binaire. Et, si on veut être une personne de bien, une personne qui apprécie la démocratie, on doit être aussi religieux. Donc, c'est toujours lié, si tu veux, à l'anticommunisme ou au régime communiste. C'est toujours par rapport à ce qui était auparavant. Et d'ailleurs, l'anticommunisme, c'est quelque chose de très présent encore dans les propos des jeunes aussi, parce qu'il l'apprend aussi à l'école. Donc peut-être encore plus que pour leurs parents. Merci beaucoup. J'ai hâte à vous lire. Merci. Alors, je pense que c'était tout le temps qu'on avait pour le lancement. Je vous remercie à tous et à toutes d'avoir été là. Il y a Conrad qui fait une conférence bientôt. Je ne sais pas si tu voudrais mettre les informations dans le chat si jamais ça intéresse les gens. Puis, merci aux panélistes d'avoir été là. Peut-être, Monica, tu veux avoir le mot de la fin? Oui, merci beaucoup à tous. Merci à toi d'avoir accepté d'organiser, d'animer cette rencontre. Merci à Martin qui avait soutenu mon manuscrit et qui m'a accompagné durant cette période-là. Merci Conrad d'avoir
accepté de lire, de parler de ce livre-là. Merci Marie-Claude. Bon, on s'est connus à la fin du processus, mais c'est bien qu'on se rencontrait. Et bon, pas dernièrement, merci beaucoup Barbara pour tout ton soutien, amitié et tout ce que tu m'as appris vraiment du début jusqu'à maintenant. Merci. Et merci à tout le monde d'avoir pris une heure de votre temps pour nous écouter. C'était une très belle heure, Manika. Félicitations. Bonne lecture, Merci. tout le monde. Merci.